Militaires surarmés, barbares, super soldats. C'est peut-être comme ça que vous imaginez l'unité la plus meurtrière du Japon. Mais cette unité ne ressemble en rien à cela. Les soldats de cette unité étaient tous équipés de blouses blanches et ne répondaient aux ordres que d'un homme. Tristement connue sous le nom d'unité 731, c'est l'unité japonaise qui a fait vivre un véritable enfer à ses prisonniers. Des découpages vivants, des greffes de membres au mauvais endroit et des injections d'épidémies comme la peste. Tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité a été commis entre ces murs en invoquant la sacro-sainte cause scientifique. L'unité voit le jour en 1936, mais vous allez voir que l'horreur n'a pas attendu la construction de ce bâtiment. Non, l'horreur et les expériences innommables suivent un homme. Un homme en particulier, un homme responsable et dirigeant de la Nana-san-ichi Butai, littéralement unité 731. Mais je dois vous admettre quelque chose, c'est que ce nom, c'est un nom purement administratif. Il a même peut-être été utilisé plus a posteriori, tout ça pour cacher le véritable nom de cette unité. L'unité Ist. Et si vous connaissez peut-être son histoire à travers votre culture ou encore d'autres vidéos YouTube, laissez-moi vous dire qu'ici, vous allez apprendre les causes réelles qui ont poussé les Japonais à financer ce laboratoire. Vous allez apprendre aussi les actions réelles qui ont été menées et les secrets cachés par ce passé que le Japon souhaite enterrer. Et surtout, comprendre comment ces scientifiques tortionnaires s'en sont si bien tirés. Parce que la véritable horreur, ce n'est peut-être pas celle que l'on commet, mais celle que l'on pardonne. Maintenant, on connaît, il vaut mieux ne pas faire de transition. J'ai pu faire une collaboration avec Displate pour faire des posters métalliques pour ma marque Oni. Bon, en vrai, je parle de collaboration, mais n'importe qui peut le faire. C'est avec Custom Displate, tu uploads ton design et après quelques peaufinages, c'est terminé. Alors vous pouvez voir que moi j'ai pris mat classique, mais il y a aussi plusieurs types de finition. Il y a le gloss, mais aussi le textra qui fait apparaître les détails en 3D. Vous connaissez maintenant l'histoire, hein. Tu mets le sticker de protection, tu appuies avec l'aimant et le tour est joué, tu n'as plus qu'à mettre ta Displate. Et l'avantage bien sûr, c'est que tu peux mettre le Displate que tu veux et t'as même pas le problème de est-ce que c'est droit, c'est pas droit, machin, tu peux réajuster à l'infini comme tu veux, tu peux le mettre tordu si tu veux, c'est trop pratique. Bien sûr, si vous n'avez pas d'idée particulière pour vos designs, il y a déjà plus de 200 licences officielles qui sont disponibles sur Displate et aussi plus de 40 000 artistes indépendants. Vous avez le code LouisSan pour bénéficier de réduction et n'oubliez pas, plus vous commandez des Displates, plus la réduction sera forte. Si vous commandez une Displate, c'est moins 28%, 2 Displates, c'est moins 32% et 3 Displates ou plus, c'est moins 35%. Et c'est bien sûr avec le lien dans la description. Tout commence le 22 avril 1915, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale dans la ville d'Ypres en Belgique. Cela fait déjà plus de 6 mois que les soldats vivent dans des tranchées, que ce soit côté allié avec la France, le Canada, l'Angleterre et la Belgique, que le côté adverse avec l'Empire allemand. C'est une guerre de position enlisée qui siphonne le moral des troupes. Mais la situation est sur le point de changer. Le commandant Albert de Wurtemberg attend la bonne occasion pour utiliser sa nouvelle arme parfaite pour percer les défenses ennemies. Malheureusement pour lui, il ne peut pas tout à fait choisir le moment de l'attaque. C'est la météo qui va décider à sa place. En effet, pour utiliser son arme, il a besoin d'un vent favorable. Un vent qui souffle depuis son camp vers les lignes ennemies, et ce vent, il l'obtient à 17h. Les soldats allemands déposent alors d'étranges cylindres métalliques juste au-dessus de leurs tranchées et un épais nuage jaune verdâtre en sort. Portés par le vent, ces vapeurs dérivent vers les lignes alliées. Les soldats alliés, en voyant ce nuage de fumée, ne savent absolument pas comment réagir. C'est alors qu'au bout de quelques minutes seulement, ils sont asphyxiés, brûlés aux yeux et à la gorge. Une panique générale s'installe et ils décident de reculer. Une fois le quartier général prévenu de cette débandade, une patrouille aérienne est envoyée en reconnaissance pour comprendre la situation. Et une fois dans les airs, voici ce qu'ils ont vu. Une attaque d'un type encore jamais vu auparavant, une attaque chimique. Ce jour-là, les Allemands ont libéré 160 tonnes de chlore sur le champ de bataille, ce qui força les troupes alliées à reculer et à laisser un vide de 6,5 km. Toutefois, ce vide ne sera pas comblé immédiatement par les soldats allemands parce que eux-mêmes craignaient les effets du chlore. Ils n'étaient juste pas bien équipés et avaient peur eux aussi de se faire intoxiquer. Donc le résultat concret de cette arme sur le champ de bataille n'a pas été particulièrement significatif pour l'armée allemande, mais elle marque un tournant. En ce 22 avril 1915, pour la première fois de l'histoire, sur le champ de bataille, une arme chimique a été utilisée. Les armées dans les deux camps improvisent d'abord des protections, puis développent rapidement des masques et des procédures anti-gaz. Mais rapidement, l'Empire allemand crée une substance plus létale que le chlore, et surtout invisible et inodore.
En réponse à ça, les alliés vont eux aussi créer des armes chimiques, et c'est comme ça qu'en un temps record, ce sont des dizaines de nouvelles formules qui sont utilisées et testées directement sur le champ de bataille. Et je vous présente ici la liste de toutes les armes chimiques qui ont été utilisées durant la Première Guerre mondiale. Parmi elles, on y trouve des agents irritants comme le bromure de xylyle qui provoque des larmoiements intenses avec des brûlures au niveau des yeux. Il y a aussi l'acide cyanhydrique qui agit extrêmement rapidement et qui empêche l'organisme d'utiliser correctement l'oxygène. Plus original, le diphénylcyanoarsine est un agent vomitif. Et comme son nom l'indique, une fois inhalé, eh bien c'est le vomi. Mais le gaz le plus haï et le plus redouté par les soldats de la Première Guerre mondiale, c'est le gaz moutarde, l'hypérite. Il provoque des brûlures et des cloques avec des effets souvent retardés qui mettent 1 à 24 heures à apparaître. Les douleurs sont tellement intenses qu'elles empêchent les soldats de combattre pendant plusieurs jours tout en surchargeant les unités médicales au front. En revanche, le plus meurtrier des gaz de la Première Guerre mondiale, c'est un agent suffocant. Il s'agit du phosgène et il est particulièrement pervers car les effets initiaux sont retardés. Les soldats restaient dans la zone d'action de l'arme chimique en pensant être immunisés. Les poumons sont alors touchés, la respiration devient alors douloureuse, puis impossible. C'est ce gaz qui est le plus mortel lors de la Première Guerre mondiale avec plus de 85% des décès chimiques qui lui sont attribués. Dans nos cours, c'est vrai, on retient la Première Guerre mondiale comme étant une guerre de position. Mais si on doit retenir une chose qui a le plus traumatisé les soldats qui sont du coup encore en vie, eh bien c'est clairement l'utilisation de ces armes chimiques. Car même si elles ne sont pas létales, elles sont très douloureuses et laissent des séquelles durablement. C'est aussi sa méthode de propagation qui est stressante. C'est invisible et inodore, on ne peut jamais savoir réellement quand l'arme est là ou pas. Et quand ils s'en apercevaient, c'était souvent avec les premiers symptômes, et ça voulait souvent dire que c'était trop tard. Donc le traumatisme psychologique et l'angoisse n'ont fait que gonfler. À tel point que dans le traité de Versailles de 1919, donc à la fin de la guerre, il est mentionné ceci. L'Allemagne a pour interdiction de fabriquer et d'importer des gaz asphyxiants, toxiques, etc. Alors désarmer l'Allemagne qui a perdu le conflit, c'est bien, mais rapidement les pays comprennent que ça ne suffit pas. Les capacités industrielles et militaires se diffusent très vite dans ce nouveau monde. D'autres États apprennent à fabriquer ces armes chimiques et commencent à les stocker. Mais ce qui va vraiment tirer la sonnette d'alarme, c'est l'utilisation de ces armes chimiques dans les guerres coloniales des années suivantes. Les différents pays comprennent alors qu'il est nécessaire de ratifier un traité interdisant l'utilisation de ces armes chimiques sur le champ de bataille. C'est pour ça qu'en 1925, 10 ans après l'utilisation de la première arme chimique, un traité international sera conclu, le protocole de Genève. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Empire britannique et 34 autres pays signent le protocole de Genève qui interdit l'utilisation à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Et très ironiquement, c'est ce protocole, c'est cette interdiction qui va poser le premier point décisif à la création de l'unité japonaise 7-3-1. En effet, le protocole va attirer l'attention d'un certain japonais, Shiro Ishii. Autoritaire et indifférent envers ses autres camarades, c'est un chirurgien militaire de première classe qui aime travailler seul de nuit, sans personne autour de lui. C'est aussi un homme avec un passe-temps très particulier. En effet, depuis ses études, il cultive des bactéries dans des boîtes de pétri qu'il considère comme des animaux de compagnie. Et lorsque ce médecin va voir tous ces puissants pays signer un même protocole, il lui vient la réflexion suivante. Si les armes chimiques et bactériologiques sont si menaçantes et efficaces au point qu'il est nécessaire de les interdire par traité, alors c'est certainement là qu'il faut accentuer ses recherches afin d'obtenir une victoire assurée pour l'Empire nippon. C'est avec cette réflexion en tête que le japonais de 36 ans entreprend un voyage de 2 ans entre 1928 et 1930 à travers l'Europe et les États-Unis. Il découvre, observe et enquête sur ce que les puissances occidentales savent faire en bactériologie, prévention des épidémies et surtout en guerre chimique et biologique. Il récupère également des retours d'expérience sur l'utilisation et les effets sur le corps humain de ces armes chimiques qui ont tant traumatisé les soldats de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas dit explicitement, mais c'est de l'espionnage. Il récolte des renseignements scientifiques dans une nation étrangère avec qui le Japon va être en guerre d'ici 10 ans. J'appelle ça de l'espionnage. Quoi qu'il en soit, une fois de retour au pays, Shiro Ishii est sûr d'une chose, le Japon doit s'armer bactériologiquement et chimiquement. Mais alors comment motiver le gouvernement japonais pour lui donner les financements pour procéder à ses recherches? Eh bien en fait c'est très simple. Il suffit de faire croire que les autres pays le font déjà. Et pour le coup, Ishii, ici, il n'a pas vraiment besoin de mentir. Car si le protocole de Genève que le Japon a signé interdit l'utilisation des armes bactériologiques, il n'interdit pas la production, l'acquisition ou le stockage de ces armes. Et pour aller encore plus loin, il y a une autre clause dans le protocole de Genève que Shiro Ishii ne va pas manquer de remarquer. De nombreux États se réservent le droit de riposter au cas où un autre État utiliserait de telles armes à leur encontre.
Et là, c'est un immense problème, parce que le protocole, on peut très facilement le voir comme une supercherie pour empêcher les pays qui n'ont pas compris de produire des armes bactériologiques, pendant que les pays qui ont su lire entre les lignes du protocole continuent d'en fabriquer et se préparent à un conflit international basé sur les armes biologiques. Vous ne voulez pas que l'Empire japonais soit en retard et perde la guerre, alors laissez-moi développer des armes chimiques et bactériologiques. C'est avec ce genre d'argument choc que Shiro Ishii arrive devant le ministère de la Défense pour le convaincre de financer son programme. Et ce n'est pas son seul atout, il a une assurance à l'oral plus qu'intimidante et il mesure 1m80, ce qui est vraiment très grand pour un japonais de l'époque. Et il a aussi une démonstration fétiche qu'il aime bien faire devant son auditoire. C'est une démonstration pour illustrer son savoir-faire scientifique à travers un filtre à eau. Et donc ce filtre à eau, il va l'utiliser en urinant à l'intérieur, puis en buvant le liquide. Oui, il boit son pipi. Il y a des versions de l'histoire qui disent qu'il va faire cette démonstration devant les yeux de l'empereur. Bon, personnellement, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, le ministère de la Défense est convaincu, et considérant la situation géopolitique du Japon et son retard potentiel face aux autres nations, ils mettent les bouchées doubles et financent immédiatement le projet. C'est comme ça qu'en 1932, à Tokyo, le laboratoire de recherche sur la prévention des épidémies est créé, et Shiro Ishii en reçoit le commandement. Alors c'est vrai qu'avec cette appellation de laboratoire, on a l'impression que ce sont des gentils scientifiques qui travaillent pour prévenir les épidémies. Sauf que, si la protection des troupes japonaises contre les maladies faisait effectivement partie du programme du laboratoire, elle n'était qu'une façade, un objectif présentable. Parce que le réel objectif de ce laboratoire, c'est de propager des épidémies dans le camp adverse. Et en tant que chef du laboratoire, Shiro Ishii ne travaille qu'à ça, matin, midi, soir et nuit. Sauf que si cultiver, concentrer ou produire en masse des bactéries c'est dans son champ des possibles, il ne peut pas créer une maladie de toutes pièces. Mais pour ça, le destin va exactement lui donner ce qu'il faut, le choléra. En septembre 1931, une explosion de chemin de fer donne une excuse parfaite à l'Empire japonais pour conquérir la Mandchourie, un territoire chinois riche en fer, en soja et en pétrole. L'histoire révélera plus tard que ce sont les Japonais eux-mêmes qui ont saboté leur propre chemin de fer pour prétendre avoir un casus belli. Mais à peine 6 mois plus tard, en mars 1932, le Manchukuo est créé, un état fantoche qui doit obéir au doigt et à l'œil du gouvernement japonais. Et c'est là où ça devient intéressant parce que entre juin et août de cette même année, la saison des pluies en Manchukuo est extrêmement violente. Dans la ville de Harbin, on parle de 21 jours de pluie torrentielle. La ville devient un véritable lac et ce ne sont pas moins de 100 000 habitants qui sont sinistrés. Au-delà des dégâts matériels, les locaux savent très bien ce qui les attend, une épidémie de choléra. En effet, c'est une maladie qui se transmet par l'eau ou des aliments contaminés par des sels contenant la bactérie. Une fois infectée, au bout de quelques dizaines d'heures, la bactérie va produire une toxine qui va forcer le corps du malade à éliminer énormément d'eau. En langage plus courant, vous vomissez et vous avez une diarrhée aiguë. Ça produit une déshydratation fulgurante qui entraîne une hypovolémie, un manque de volume sanguin. Votre corps n'est plus assez alimenté et vous mourrez. Et le 29 juillet 1932, dans la ville de Harbin, un premier cas de choléra est recensé. En apprenant la bonne nouvelle, Shiro Ishii saute sur l'occasion. 10 jours plus tard, le 8 août 1932, le docteur Shiro Ishii et son équipe partent de Tokyo, destination Harbin, pour aider les malades. Pardon, pour étudier la maladie sur place. Mais sur place, le médecin ne va pas simplement étudier et prélever des échantillons de choléra. Non, il fait du repérage. Car il le sait, à Tokyo, il y a des choses où il est limité, comme les sujets de test par exemple. Shiro Ishii a déjà fait des tests bactériologiques sur des animaux dans son laboratoire. Mais les soldats du camp ennemi, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Et donc naturellement, pour obtenir les résultats les plus précis et concrets possibles, il a besoin d'êtres humains. Et ça pose d'énormes problèmes éthiques, mais mettons ça de côté pour réfléchir comme Shiro Ishii, et lui, il y voit juste deux problèmes. Le premier, c'est la problématique du confinement. En plein Tokyo, le laboratoire n'est absolument pas équipé pour confiner des êtres humains. Surtout qu'une telle pratique ne peut pas rester discrète et ferait éclater un scandale tôt ou tard avec la population nippone qui serait terrifiée. Le second problème pour Shiro Ishii, il est plus concret, c'est comment trouver des échantillons humains. Et je pense que vous commencez à comprendre, mais la solution aux deux problèmes de Shiro Ishii, elle s'appelle la Mandchourie. Ce territoire colonisé par l'armée nippone répond aux problèmes de place, de discrétion et de chair à canon. Et dans un jeu de mots sordide, le chirurgien déclare que dans cette région, les sujets d'expérimentation humains pouvaient être capturés dans la rue comme des rats. Voici le second point décisif à la création de l'unité 731. Shiro Ishii s'installe donc en Mandchourie. Il fait rapatrier tout son matériel, mais son premier lieu de travail dans un camp militaire au milieu de Harbin ne lui convient pas. Les environs sont trop peuplés, et il veut garder le secret le plus absolu sur ses expérimentations humaines.
Alors il convainc l'état-major général de l'armée du Kwantung, qui est l'armée impériale japonaise placée en Mandchourie, et fait ouvrir un laboratoire à 100 km de Harbin, dans le village de Beinhe, à l'abri des regards. Et ce passage entre 1932 où Shiro Ishii arrive en Mandchourie et 1936, l'année de la création de l'unité 731, eh bien, c'est assez peu documenté. Dans les articles, c'est rapidement mentionné sans trop de détails. Et pourtant, cette période est essentielle pour comprendre comment l'unité 731 va être créée. En 1933, Shiro Ishii veut ouvrir un laboratoire. Mais ce n'est pas juste la construction d'un bâtiment, non, il lui faut un terrain vierge. C'est comme ça qu'une fois arrivé à Beinhe, l'armée japonaise expulse les habitants et incendie le village. Et ça, ce n'est qu'un début. Les hommes qui vont construire cette unité clandestine, ce sont des locaux qui ont été chassés de chez eux. Toutefois, en raison du secret, les ouvriers sont escortés par des gardes japonais armés et forcés de porter des œillères afin qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'ils construisent. Et vous allez me demander comment ils font pour les personnes qui construisent des choses visuellement trop sensibles, comme par exemple les laboratoires médicaux à côté des prisons. Eh bien, ils sont tout simplement exécutés à la fin des travaux. C'est comme ça qu'en automne 1933, le chantier est terminé. Bienvenue dans l'unité Tohogo, ou encore la forteresse de Jongba. C'est à l'aide d'un pont-levis qu'on accède au bâtiment à l'intérieur. Un camp de prisonniers avec des murs de 3 mètres de haut, surmontés de barbelés électrifiés et derrière un fossé. Des centaines de pièces, des laboratoires, des bureaux, des casernes, des salles à manger, des entrepôts, des crématoires. Shiro Ishii s'est créé un véritable village de l'horreur qui peut contenir jusqu'à 1000 prisonniers, et même le nom de l'unité est une référence à lui. Tohogo Hajime, c'est effectivement le faux nom qu'utilise Shiro Ishii. À l'intérieur, cloîtré entre les murs comme du bétail, on y retrouve des criminels, des bandits, des opposants politiques à l'Empire nippon, ou encore des habitants sans aucune histoire, mais que la Kempeitai, la police japonaise, a jugé bon d'envoyer dans la forteresse de Jongma. Mais à ma grande surprise, là-bas, les prisonniers sont relativement bien traités, et surtout très bien nourris. On parle de repas avec du riz, de la viande, du poisson, et même parfois de l'alcool. Et en fait, scientifiquement parlant, c'est tout à fait logique. Puisque des expériences vont être menées sur ces êtres humains, il faut que leur état de santé soit optimal. Toutefois, il faut quand même noter que leur espérance de vie, une fois qu'ils rentraient dans la forteresse, n'était que d'à peine 1 mois. Parce qu'une fois qu'ils sont choisis pour des expériences, c'est là où l'enfer commence. Les prisonniers sont vidés de leur sang sur plusieurs jours, avec des enregistrements minutieux de leur état de santé, certainement pour reproduire l'hypovolémie, le manque de volume sanguin qui est la cause de décès via le choléra. Dans le même esprit, on prive de nourriture et d'eau d'autres sujets de test pour étudier la déshydratation. Et parfois, on injecte directement les virus dans les corps des prisonniers, que ça soit le choléra ou encore la peste. Une fois affaibli, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps des infectés, Shiro Ishii va jusqu'à ouvrir les malades alors qu'ils sont encore en vie. C'est ce que l'on appelle de la vivisection. Et selon l'historien américain Sheldon H. Harris, lorsque Shiro Ishii demandait à examiner un cerveau humain, les gardes allaient simplement prélever un échantillon. On prenait un homme au hasard dans la foule, le garde le retenait pendant que l'autre lui fracassait le crâne à coups de hache, pour ensuite qu'on prélève minutieusement le cerveau et afin qu'il soit porté sur la table d'opération de Shiro Ishii. Au vu des atrocités, on peut même se demander pourquoi l'unité Tohogo n'est-elle pas plus connue. Pourquoi Shiro Ishii n'est pas resté dans ce bâtiment. Finalement, pourquoi tout déplacer et créer l'unité 731 ? Bien, vous allez comprendre que dans la forteresse de Jongma, Shiro Ishii a commis une grosse erreur. Août 1934. Cela fait déjà plus d'1 an que l'unité Tohogo tourne à plein régime. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Les employés de l'unité Tohogo, donc les scientifiques, les soldats, les hommes de main, tous ont le droit à un repas spécial. En effet, c'est une fête locale et contre toute attente, les prisonniers aussi ont le droit à ce repas spécial. Mais durant la distribution des repas, un détenu nommé Lee neutralise un garde, récupère des clés et se libère. Je ne sais pas si c'est la fête traditionnelle qui a rappelé des souvenirs d'avant la captivité aux prisonniers ou si c'est un concours de circonstances, mais une quarantaine d'autres prisonniers se rebellent face aux forces impériales nippones. Une seule pensée occupe tous leurs esprits, il faut s'enfuir. Et si le mur de 3 mètres peut être escaladé, les barbelés électrifiés à leur sommet sont une autre histoire. Mais dans un autre concours de circonstances, une forte averse coupe l'électricité dans le complexe et c'est comme ça que les 40 prisonniers parviennent à s'enfuir. Malheureusement pour beaucoup d'entre eux, leur joie ne sera que d'une courte durée. Beaucoup de prisonniers sont abattus dans leur course ou recapturés. À choisir entre les deux, il vaut mieux être abattu, car les traitements sadiques qui attendent ceux qui ont tenté de s'échapper seront largement pires que la mort. Mais la chasse n'est pas encore terminée. Les prisonniers courent à toute vitesse, et sans se parler, ils savent qu'il suffit d'un seul. Un seul survivant pourra dévoiler au grand jour l'existence de ce site censé rester secret. Et même si l'Empire japonais contrôle la Mandchourie, elle ne pourra pas empêcher les locaux de parler. Après des heures pour les évader à courir et à se cacher, les soldats rentrent au camp.
Le verdict tombe pour Shiroishi, ce sont 16 détenus qui ont réussi à s'enfuir de la forteresse. C'est un choc. Les jours suivants, les populations locales ne parlent plus que de ça. L'unité Togo est compromise, Shiroishi tente de garder l'installation, mais coup de grâce, un dépôt de munitions explose et endommage gravement les installations de la forteresse. C'est terminé, la décision est prise par l'armée du Kwantung de détruire l'unité Togo et de brûler toutes les preuves de son existence. Shiroishi vient de perdre son laboratoire à cause de personnes qu'il considère comme des rats. L'humiliation est douloureuse. Plus grand, plus protégé, plus cruel. Voici les directives pour la construction du prochain camp-prison laboratoire de Shiroishi. Mais même avec sa montée progressive dans la hiérarchie de l'armée nippone, Shiroishi ne dispose pas du pouvoir décisionnel nécessaire pour refaire bâtir à lui seul un complexe scientifique géant. C'est pour ça que tout naturellement, il va demander de l'aide à ses supérieurs. Et encore une fois, il va y parvenir, laissez-moi vous dire, il va y parvenir avec brio. Parce que le docteur va obtenir le soutien de l'homme le plus puissant de l'Empire nippon, l'empereur Hirohito lui-même. En effet, le 21 mai 1936, après une multitude d'étapes administratives, le plan pour la nouvelle unité de Shiroishi est approuvé par l'empereur. Le nouveau terrain de jeu se situe à Pingfang, dans le sud de Harbin. Et au début, pour être tout à fait sincère, je trouvais ça incohérent. Rappelez-vous, les installations de l'unité Togo étaient très loin de la ville, à plus de 100 km, pour justement rester discret et ne pas éveiller les soupçons. Et là, ils décident de construire ça à seulement 24 km du centre. Sur la carte, ça se voit, c'est quand même très proche. Mais mon erreur, en fait, elle est assez évidente, c'est de m'être fié à la carte Google Maps d'aujourd'hui. En effet, à l'époque, 24 km au sud du centre de Harbin, c'était parfait. Suffisamment proche pour la logistique d'acheminement des matériaux et des sujets de test, mais suffisamment à l'écart pour le secret. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette nouvelle unité se présente sous le nom de Département de prévision des épidémies et d'approvisionnement en eau de l'armée du Kwantung. Un nom innocent, mais une fois qu'on franchit les portes du bâtiment principal, on voit les deux énormes prisons qui sont cachées à l'intérieur. Bienvenue dans l'unité 731. Oui, il s'agit bien là des images de l'unité 731, mais en réalité, cette appellation n'est qu'administrative. Durant son activité, elle est plus connue par les militaires et les hauts gradés japonais comme étant l'unité Ishii. Et oui, rendez-vous compte, depuis le début, cet homme est au centre de tout. Ce n'est pas juste le scientifique fou qui dirigeait le complexe pour le compte de l'armée japonaise. Non, c'est le leader, le motivateur, le cœur du projet. Et c'est donc tout naturel que cette unité porte son nom, comme l'ancienne unité Togo portait en vérité son pseudonyme. Comprenez bien que sans Shiroishi, il n'y aurait jamais eu d'unité 731. Il va d'ailleurs rapatrier des prodiges scientifiques japonais dans son unité pour former une équipe d'Avengers de la recherche bactériologique. Ishikawa Tachiomaru en pathologie, Okamoto Kozo en anatomie, Tabei Kazu sur le typhus, Minato Masao sur le choléra, Yoshimura Hisato sur les gelures, Kasahara Shiro sur les virus. Bien sûr, c'est Shiroishi qui est le chef de ce groupe et sa place est tellement importante dans l'armée mais aussi dans le gouvernement qu'il fait même des démonstrations de vivisection en live devant des personnalités médicales, des militaires et même en face de membres de la famille impériale. Et si vous trouvez déjà ce spectacle scandaleux, préparez-vous à plonger dans les horreurs de l'unité Ishii. Des cris résonnent dans les couloirs du bâtiment principal. Les 3000 employés du site n'y prêtent même plus attention. C'est quotidien ici. Quand il y a des nouveaux dans l'équipe, ils s'habituent vite à ce bruit de fond. Les vivisections sont quotidiennes, on ouvre les gens, parfois même directement en deux pour observer et analyser. On leur injecte aussi des virus pour les transformer en bombes bactériologiques en prétendant leur offrir des vaccins. Mais attention, il ne faut surtout pas voir les atrocités de l'unité Ishii comme étant justifiables par un semblant de progrès scientifique. L'horreur humaine se manifeste ici particulièrement dans le côté ludique de ces opérations. Les chirurgiens se disent « Que se passerait-il si on faisait ça ?» Et puis ça, la recherche médicale est secondaire, la motivation principale est le divertissement et le sadisme. On échange des organes de place, on les échange entre les sujets de test, on ampute un bras, puis on le greffe dans l'autre sens. Parfois il y a aussi des victimes d'explosions qui sont apportées d'urgence au bloc pour qu'on les laisse agoniser, pour observer quelles plaies s'infectent en premier, pour observer lesquelles se referment, lesquelles ne se soignent pas. Il y a également la section gaz, où des hommes sont enfermés dans des chambres à gaz et observés minutieusement pour comprendre le détail du fonctionnement de l'hypérite ou du phosgène. D'autres sont juste enfermés dans des salles avec que de l'eau pour voir combien de temps un corps humain peut tenir uniquement avec de l'eau. Certaines salles sont plus complexes, ce sont des caissons hypobars, conçus pour étudier la résistance du corps humain à des pressions hors normes.
On peut y voir les victimes avec les yeux qui sortent carrément de leur orbite. Il existe encore d'autres salles différentes, comme par exemple des salles frigorifiées. On y place alors des prisonniers nus à l'intérieur pour étudier les gelures sur des hommes adultes jusqu'à leur mort. Mais quand les scientifiques veulent des informations sur des sujets de test plus jeunes, c'est là où l'horreur va monter encore d'un cran. Certains hommes et femmes prisonniers sont enfermés dans des pièces et contraints à des rapports sexuels. Les femmes subissent alors des grossesses forcées et c'est comme ça que de nombreux bébés naissent en captivité. Ces bébés sont ensuite utilisés pour vérifier la transmission de maladies sexuellement transmissibles entre la mère et l'enfant comme la gonorrhée ou la syphilis. Ma liste d'horreurs s'arrête ici, mais sachant qu'on ne travaille que sur des témoignages et les peu de preuves restantes, on peut largement imaginer qu'il s'est déroulé largement pire au sein de ces murs. Dites-vous juste que toutes les expériences qui peuvent passer par la tête d'un scientifique pervers ont vu le jour dans l'unité Ishii. Mais alors maintenant, il faut comprendre comment autant d'atrocités ont pu être commises sans que personne ne se réveille, sans que personne ne se rebelle. Je vous rappelle qu'il y a quand même 3000 personnes qui travaillent quotidiennement dans le centre. Et en plus, ce sont des individus généralement qui ont reçu une très bonne éducation. Et bien comme d'habitude, la réponse est un cocktail de dissolution de culpabilité, de peur des sanctions et de rationalisation scientifique. Dans un premier temps, la Kempeitai, l'équivalent de la Gestapo japonaise, apporte les prisonniers en affirmant que ce sont des criminels de guerre. Ce sont donc de mauvaises personnes, ils méritent leur sort. Puis dans un second temps, la propagande impérialiste est puissante. Le racisme faisant son œuvre, de nombreux Japonais ne voient les autres habitants d'Asie que comme des rats. Des rats de laboratoire finalement. Ensuite vient la sacro-sainte cause scientifique. C'est pour le bien de la connaissance que tout ça est fait. Et enfin, le dernier élément pour soulager les consciences de l'unité 731, ce sont les appellations. Les appellations, c'est très puissant et très marquant pour le cerveau humain. Si on parle de cobayes ou qu'on appelle les prisonniers par leur nom, ça les humanise trop. C'est pour ça qu'on va les appeler d'une manière très particulière, des maruta. Littéralement, bûche de bois en japonais. Cette appellation trahit les pensées de l'unité 731, parce qu'une bûche, ça n'a pas d'âme, c'est inerte, ça ne vit pas, et son seul but, c'est d'être utilisé pour être brûlé. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que depuis le début, je vous parle de l'unité d'Ishii, l'unité Togo, mais une fois que l'unité Ishii, donc l'unité 731 est créée, tout ne se passe pas uniquement ici. Non, il y a tout un réseau qui se forme. Il y a l'unité 1855 à Pékin, l'unité 1644 à Nankin, l'unité 8604 à Guangzhou, l'unité 9420 à Singapour, et bien d'autres encore qui n'ont malheureusement pas pu être confirmées à 100% historiquement dû à la destruction des preuves. Tout ça, à votre avis, comment on l'appelle ? Le réseau 731 ? Bien sûr que non. On l'appelle le réseau Ishii. Toutes ces unités sont là pour créer les meilleures armes bactériologiques possibles. Au total, c'est 14 000 êtres humains, hommes, femmes, enfants, qui mourront dans les enceintes du réseau Ishii. Et pourtant, ce nombre n'est qu'une goutte d'eau face au nombre de morts que l'unité 731 va faire en dehors de ces murs. Parce qu'en 1940, Shiro Ishii passe de l'expérience à la pratique. Nous sommes le 27 octobre 1940 dans la ville chinoise de Ningbo, et des habitants aperçoivent des avions japonais voler à très basse altitude. Ils larguent un nuage noir qui se dissipe très rapidement. On ne le voit même pas vraiment atteindre le sol. Les habitants n'y feront pas plus attention, mais quelques jours plus tard, des symptômes étranges apparaissent chez certains. Des fièvres intenses, des frissons et des noircissements sur la peau. Il n'y a pas de doute, c'est la peste bubonique qui apparaît à Ningbo. Le responsable, les soldats à 6 pattes de Shiro Ishii. En effet, le nuage noir qui s'est dissipé, il s'agissait en réalité de 2 kilos de puces infectées par la peste. Et dans la ville, c'est rapidement des dizaines de milliers de personnes qui décèdent. Ce même schéma se répétera dans la ville de Changde en 1941, mais aussi de Chuzhou et de Jinhua, pour un total de 6 villes différentes. La technique est toujours la même, un largage de puces infectées. Sauf pour la ville de Nankin. Décidément, les Japonais, ils se sont acharnés dessus. La ville de Nankin est contaminée via les puits et les marais pour introduire la fièvre paratyphoïque. Vraiment, à ce moment-là, l'unité Ishii tourne à plein régime. Ils ont 4500 incubateurs actifs pour produire des puces, et chaque mois, l'unité est capable de produire 300 kg de peste, 800 kg de typhoïde et 1 tonne de choléra. C'est au total 300 000 personnes qui vont décéder en Chine des épidémies contrôlées par Shiro Ishii. Et ça, forcément, ça va attirer l'attention. Car en voyant les épidémies fleurir en Chine, les services secrets américains parviennent à rapporter l'information comme quoi le Japon développe des armes bactériologiques. Pour eux, c'est une très grosse information. Les Américains n'ayant jamais fait d'études dans ce sens-là, ils ont donc un gros train de retard. Les hauts gradés de l'armée américaine financent immédiatement leur propre centre biomédical en 1942, Fort Detrick. Je place ça ici parce que ça va être excessivement important pour la suite. Surtout qu'il faut noter qu'à partir de 1942, la situation dans le Pacifique change brutalement pour les Japonais. La guerre tourne clairement à l'avantage des Américains.
Mais alors une question taraude l'esprit de Shiro Ishii. Si les largages d'épidémies en Chine sont si efficaces, pourquoi ne pas l'utiliser sur une autre population? Une population civile d'un pays contre qui l'Empire japonais commence à perdre par exemple. Yozakura Sakusen, l'opération Cerisier en fleurs la nuit. Elle est évoquée pour la première fois en décembre 1944 lorsque le Japon est déjà bien sur la défensive vis-à-vis de l'offensive américaine. Le plan est très simple. Envoyer des sous-marins de la marine impériale vers la côte ouest des États-Unis, plus précisément sur San Diego, Los Angeles et San Francisco. Puis lancer des hydravions suicides équipés d'armes bactériologiques sur la côte pour infecter la population américaine de peste bubonique, de choléra, de typhus et de la dengue. Shiro Ishii est prêt. Toutes ses armes sont au point pour contaminer la population américaine et forcer le gouvernement américain à capituler. C'est comme ça que le 26 mars 1945, l'opération est terminée. Tout est prêt. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les conséquences de cette attaque vont être terribles. Mais heureusement, un homme suffisamment gradé a pu s'opposer à l'idée folle de Shiro Ishii. Si une guerre bactériologique est menée, elle passera de la dimension d'un conflit entre le Japon et l'Amérique à une lutte sans fin de l'humanité contre les bactéries. Le Japon s'attirera le mépris du monde entier. Ce sont les paroles du chef d'état-major Yoshihiro Umezu. Je pense sincèrement que s'il ne s'était pas opposé à ce plan d'attaque, le nombre de victimes n'aurait pas été en millions, mais en dizaines de millions. Et la face du monde tel qu'on le connaît, même encore aujourd'hui, aurait été largement modifiée. Toutefois, Shiro Ishii n'a pas dit son dernier mot. Il veut utiliser ses agents pathogènes contre les troupes américaines, quitte même à faire des attentats suicides. Mais ce même général Yoshihiro s'y opposera fermement. Il le sait, la défaite du Japon est inévitable. Rappelez-vous, le Japon a capitulé à cause des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, mais aussi à cause de l'attaque de l'Union soviétique. Et ça va particulièrement inquiéter les dirigeants de l'unité 731. Ils vont en seulement 3 jours tuer par injection d'acide les derniers prisonniers, incinérer les corps, faire dynamiter les bâtiments par avion et brûler les preuves. Shiro Ishii prend un des derniers trains pour Busan et rejoint difficilement le Japon. Une fois là-bas, il découvre un pays sous occupation américaine. Comprenant que les Américains ne vont clairement pas le laisser filer, il décide de se réfugier dans les montagnes dans la préfecture de Kanazawa. Et le scientifique va même aller plus loin en organisant ses propres funérailles pour faire croire à sa mort. Mais le gouvernement américain n'est pas dupe, ils ne veulent clairement pas laisser filer Shiro Ishii. C'est comme ça qu'au début de l'année 1946, les forces d'occupation américaines arrêtent Shiro Ishii. Les interrogatoires commencent, mais déjà un élément est étrange. Shiro Ishii n'est pas emprisonné. Il est assigné à résidence. Un traitement de faveur à l'apparence étrange, mais qui trahit les véritables intentions des Américains. Effectivement, les États-Unis ne courent pas après une justice envers les victimes de l'unité 731. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ils ne cherchent pas à punir Shiro Ishii, mais à l'exploiter. En fait, c'est assez logique. Est-ce que Shiro Ishii a tué des Américains? Oui, bon, quelques-uns, mais vraiment très peu. La grande majorité, c'était des Chinois, des Coréens et des Russes. Alors, les Russes, c'est des communistes, donc c'est presque une bonne nouvelle pour les Américains de l'époque, et les Chinois, ce sont des futurs communistes, donc pareil, bonne nouvelle pour eux. Mais alors, s'ils n'ont rien à perdre à pardonner à Ishii, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Eh bien, selon le laboratoire de recherche Fort Detrick, beaucoup de choses à gagner. Je vous rappelle que c'est littéralement les agissements de Shiro Ishii qui ont motivé la création de cette unité américaine. Et justement, cette unité américaine, elle a conscience de son retard par rapport aux expériences menées par les Japonais. Donc quand Shiro Ishii se fait arrêter, eux, ils sautent sur l'occasion. Ce qu'ils veulent, ce sont les informations, les résultats scientifiques des opérations menées par l'unité 731. Le lieutenant-colonel américain Murray Sanders, basé justement à Fort Detrick, décrit même les informations comme étant absolument inestimables. Et il dit même qu'elles n'auraient jamais pu être obtenues aux États-Unis considérant les sacrifices qui auraient été nécessaires pour les obtenir. Shiro Ishii, voyant une porte de sortie offerte par le lieutenant-colonel, ne se fera pas prier. Il négocie une immunité absolue pour lui et ses collègues au Japon en échange de toutes les informations en sa possession. Les Américains acceptent et pour couronner le tout, il leur donne même des allocations à vie financées par le gouvernement américain. Comme quoi, si vous pensiez encore que les Américains sont les justiciers du monde, vous vous rendez compte qu'ils font absolument comme tout le monde, c'est-à-dire exploiter les autres dans leurs propres intérêts. Parce qu'au même moment, il y a le procès à Nuremberg pour juger justement les scientifiques nazis, et également un procès mené en 1949 par l'Union soviétique pour condamner les scientifiques qui sont restés en Mandchourie, qui venaient de l'unité 731. Quoi qu'il en soit pour Shiro Ishii, son destin est beaucoup plus paisible. Après avoir servi l'armée américaine directement en donnant des conférences à Fort Detrick ou encore en Corée pour la guerre de Corée, Shiro Ishii meurt d'un cancer de la gorge le 9 octobre 1959 sans jamais avoir payé pour le moindre de ses crimes.
il faudra attendre les années 90 pour que les langues se délient concernant l'unité 7.3.1. Le gouvernement japonais actuel, lui, ne nie pas l'existence de cette unité, mais évite des reconnaissances et des excuses officielles spécifiques à l'unité 7.3.1, ce qui est encore aujourd'hui à l'origine de tensions entre le Japon, la Chine et la Corée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle était lourde et pesante. J'espère que vous en aurez appris plus sur le contexte de l'unité 7.3.1, ou devrais-je dire l'unité Ishii. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous aimez ce genre de format historique. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.